c'est pas le tout de le vouloir, c'est de le pouvoir. Ah oui, le micro. Ouais. C'est pas le tout de le vouloir, c'est de le pouvoir. Mais je voudrais d'abord repenser un peu à ce qu'on disait tout à l'heure à propos d'Olivier de Serres. Je pense que quand vous parliez de l'exposition, parce qu'on est quand même là pour ça aussi, il faudra qu'on parle quand même du problème de ce que c'est que l'image. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on vous vend comme idéologie par rapport à une culture? Et qu'est-ce que ça veut dire si on prend cette expo et qu'on l'emmène à Kuala Lumpur, par exemple? Est-ce que ça a encore une signification pour des gens qui, quand vous leur dites qu'est-ce que vous pensez du débat entre la nature et la culture, ils vous demandent ce que vous avez bu, quoi. Voilà. Bon. Donc, est-ce qu'il ne faut pas remonter un peu plus loin quelque part en se disant, bon, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on cherche à faire là? Est-ce que vous pensez que le problème dans la situation française est spécifique ou est-ce que c'est... Non, je pense que c'est un problème occidental qui est en train de gagner une partie du monde qui ne l'était pas. Mais néanmoins, ça reste un véritable problème. C'est-à-dire qu'on continue à... en particulier dans les images que je vois là, pour moi, c'est... on a eu d'abord toute une stylistique de la fausse ruine avec les végétaux qui bouffent les pierres des bâtiments un peu déglingués. Ça s'appelait les voyages en Italie. Ça, c'est c'est Rousseau. Voilà. Et puis après, on a eu des mecs quand même beaucoup plus rigolos. C'était Sight, qui était une équipe d'Américains qui construisaient encore des fausses ruines ou des grands supermarchés un peu bouffés par les végétaux, etc. Et donc, moi, je me suis toujours demandé si ça, c'était pas simplement, au sens étymologique du terme, une mascarade. C'est-à-dire, est-ce qu'on est là vraiment dans une intention ou simplement on sort son joker, quoi. Alors le joker, c'est on vous vend des belles images, mais ce qui m'a frappé, parce que quand même je pense qu'il faudrait qu'il y ait une continuité avec ce qui s'est dit ce matin, c'est qu'est-ce que c'est, est-ce qu'on a encore un mode de représentation qui est en accord avec ce qu'on voudrait faire, quoi. Et là, visiblement, on voit bien que ces images-là, c'est carrément exactement les mêmes processus techniques que la science-fiction présentée dans les films. C'est-à-dire que moi, je vois aucune différence entre ça et puis Avatar, en gros. Hein. Quand vous dites ça, vous entendez les projets... Les projets toute l'iconographie qui est dans le catalogue de l'exposition ici. Ouais. Si vous voulez, c'est exactement le même truc. C'est-à-dire que c'est du trucage iconographique. Vous avez aimé Avatar ? Moi, j'ai adoré ça parce que je sais que c'est bidon et qu'en plus que c'est fait pour faire rêver et que en plus de tout ça, 90% de l'univers qui est présenté là-dedans, c'est pompé sur l'univers sous-marin. Donc c'était assez intéressant. Il y a une belle biodiversité là dans Avatar. Ouais, moi, c'est un mot que j'aime pas, biodiversité. C'est un mot que j'aime pas parce que je préfère le mot de biodiversification. Si vous voulez. J'aime pas les notions purement de notaire, c'est-à-dire on fait des listes et puis on dit voilà, il y en a 12, tac, il y a 12 oiseaux, il y a 14 bactéries, il y a 25 machins. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est de savoir si c'est en croissance ou en décroissance. Si ça se diversifie ou pas. Si ça se diversifie pas, si ça s'arrête, c'est-à-dire que le milieu ne donne plus aux vivants le moyen de se diversifier, c'est déjà très mal barré. On est en crise. Oui. Voilà. Et malheureusement, les surfaces qu'on donne aux vivants sont en général pas suffisantes, déjà pour pouvoir maintenir les espèces telles qu'elles sont actuellement, et encore moins pour qu'elles puissent se renouveler. Oui, oui. Bon. Donc, à partir de là, on peut commencer à réfléchir, je pense, parce que c'est ça la réalité. C'est pas de dire qu'on va vous coller des plantes sur les toits. Je veux dire, ça, c'est vraiment un rêve purement rousseauiste, je trouve. Mais ça peut résoudre à un moment donné un problème. C'est pas une solution. Ça reste un traitement curatif. Enfin, c'est pas curatif justement. C'est un traitement palliatif, mais c'est pas un traitement curatif. En aucun cas. C'est exactement comme quand vous avez, je sais pas quoi, moi, de l'urticaire. Si on vous repeint la jambe, bon, bah ok, on verra plus l'urticaire, mais en attendant, vous aurez toujours votre problème, quoi. Bon, là, c'est un peu la même chose. Même si ça vous empêche de prendre des coups de soleil, je sais pas quoi, mais ça fait rien. Moi, je pense qu'on est à une période où c'est important de prendre les choses beaucoup plus à la base que ça. Et alors, est-ce qu'on peut s'en donner les moyens? À mon avis, c'est ça la vraie question. Est-ce qu'on peut s'en donner les moyens? Est-ce qu'on est capable d'accepter de remettre suffisamment les choses en question pour qu'on puisse s'en donner les moyens? Est-ce que c'est le paysagiste qui peut? Ça, c'est pas sûr. Pas tout seul, en tout cas. Et c'est pour ça qu'à partir du moment où on a une véritable interdisciplinarité, ça peut donner du poids. Mais autrement, j'y crois pas.
Donc pour vous, l'interdisciplinarité est une voie de solution? C'est pas une voie, je pense qu'elle est d'abord nécessaire. Après, on verra si c'est une voie qui permet d'inventer des choses. Mais est-ce que ça s'apprend, l'interdisciplinarité? Bah, je pense que ça s'apprend au biberon. Voilà. Ouais. Il y a des gens qui sont doués pour ça et d'autres pas tellement. Non, je pense que c'est une question de qualité d'éducation. Oui. Mais c'est comme enfin, je sais pas, moi, c'est apprendre à sortir d'un tuyau, quoi. Oui. Donc on pourrait mettre ça au programme des écoles, par exemple. Bah, moi, je pense que ça commence là, oui. Ça a toujours existé d'une certaine manière, même dans les écoles, ça a toujours existé d'une certaine manière. Il y a toujours eu des gens qui poussaient les élèves vers le monde au lieu de les enfermer. Oui, enfin là, il y a du travail, effectivement. Je ne vois pas comment les paysagistes peuvent traiter des problèmes de biodiversité ou diversification de la nature s'ils n'en connaissent pas le millième. Je veux dire, en 4 ans d'études dans les écoles de paysage, ils apprennent à peine les végétaux. Les bactéries qui marchent avec, c'est une découverte très récente. Les mammifères, les oiseaux, les poissons, tout ça, c'est out. Et donc, les végétaux, en plus, on les connaît encore en dehors de leur milieu, c'est-à-dire qu'ils continuent à être reconnus selon la méthode de Linné, c'est-à-dire en dehors de son milieu. C'est-à-dire qu'on apprend ça sur des herbiers, etc. Mais qui dit, moi, j'ai passé 4 ans en pépinière pour apprendre comment ça pousse et quelle gueule ça a et comment ça fleurit, etc. Très, très peu de gens. Donc, il n'y a pas... D'ailleurs, c'est bien ce que disaient nos amis ce matin. Ils disaient, moi, je ne connais pas les plantes. Donc, il les connaît comme ça, mais c'est iconographique. C'est pas du domaine du tissu, justement, du tissu au sens milieu vivant. Donc, il y a un moment donné, il faut bien des intermédiaires. Alors, est-ce que c'est des intermédiaires? Est-ce que c'est une modification dans la formation des professionnels? Ou est-ce que, à mon avis, ça va prendre un temps fou et bon, ça va pas marcher? Donc, à mon avis, cette interdisciplinarité, elle est plus que nécessaire. Elle devrait être même obligatoire, je pense. Après, ça crée des engueulades, etc., parce que chacun n'est pas d'accord. Bon, ok. Mais en tout cas, ça pose des vraies questions, je pense. Bon, certes, il y a certainement un retour vers l'histoire naturelle qui doit s'amorcer, que ça soit aussi bien à l'école. Quand il m'arrive de tomber sur les histoires de l'oncle Paul, de Fabre, par exemple, qui sont des livres pour les écoles, des manuels scolaires, c'est absolument merveilleux parce qu'ils parlent des plantes du jardin, des animaux qu'on est susceptible de rencontrer, et pas du tout de grandes généralités théoriques comme on trouve aujourd'hui en biologie, avec, écoutez, c'est très simple, vous prenez un gène, vous bidouillez ça, vous obtenez tel truc, votre plante est résistante au gel ou à je sais pas quoi. Je veux dire, comme si on avait affaire à une mécanique. Il y a une sorte de volonté mécaniste qui est bien pire qu'au XVIIe siècle, qui est empire, et qui est effectivement très néfaste pour des institutions comme la vôtre. C'est pas seulement mécaniste, hein, je pense que c'est une façon de garder le pouvoir aussi. C'est un petit peu comme quand ce qui s'est passé au moment où on a établi une véritable nomenclature du vivant par rapport au vernaculaire. C'est-à-dire que tout d'un coup, le savoir échappait aux gens du terrain. C'était en latin. Voilà. Et maintenant, 95% des gens qui utilisent du désherbant ne savent pas nommer les plantes qui tuent. Bon, ça revient exactement au même, si vous voulez. Après, on passe aux génétiques. Bon, mais il y a toujours un décalage comme ça entre les gens qui peuvent et les gens qui pourraient savoir. Exactement comme ce que vous disiez tout à l'heure à propos du Brésil. Ça apparaît comme ça bizarre, la forêt. Mais en fait, c'est parce qu'on ne sait pas la lire. Mais quand vous commencez à vous balader dans la forêt avec un gars qui vit là depuis 50 générations, il vous explique que 90% des trucs, c'est son père ou son grand-père qui les a plantés, et que le village, à l'époque, il était là. Après, ils sont partis, ils ont fait 50 km en tournant, et maintenant, ils reviennent habiter là parce que les arbres fructifient et que les fruits sont mûrs. Bon. Et là, vous commencez à comprendre à peu près comment ça marche. Que c'est pas juste un espèce de bordel géant dans lequel personne ne comprend rien. Eux, ils comprennent très bien. Ils se baladent avec une connaissance de 2 ou 3 000 végétaux. Nous, quoi, 10, 12. Bon, c'est pour ça qu'on dit que c'est le bordel. Mais en fait, ça ne l'est pas du tout. Et est-ce qu'au moins on comprend ce qui se passe dans le bois de Boulogne ou dans le parc des Buttes-Chaumont? Ah, il y a certains, oui, qui comprennent très bien ce qui se passe dans le bois de Boulogne. D'autres aussi, mais ce n'est pas les mêmes, forcément.
On nous apprend l'arrivée prochaine des espaces verts dans ce débat, donc ça c'est déjà une très grande nouvelle. Et en attendant, avant de faire réagir les paysagistes qui doivent bouillir, parce que là on leur a déjà chauffé un peu les oreilles, donc ils doivent avoir très envie de protester, et ils seront les bienvenus s'ils veulent le faire. J'aimerais tout de même qu'on revienne un peu sur les solutions et comment concrètement est-ce que vous prenez tous les éléments qu'on vient de citer en compte dans votre travail de paysagiste, et vous, Jean-Philippe Siblet, dans votre travail d'organisateur, de gestionnaire de tout ça, comment est-ce que ça se traduit concrètement ? Alain Richer, peut-être, pour commencer. Ça se traduit très laborieusement, en fait. C'est-à-dire qu'il y a de toute façon, d'abord ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, ce qu'on maîtrise. On maîtrise à peine 10%, mais éventuellement même de ce qu'on sait. C'est-à-dire que la grande majorité du travail d'un paysagiste, c'est d'essayer d'intervenir sur ce qu'on verra jamais, c'est-à-dire ce qui se passe dans le sol, en fait. Que ce soit des problèmes d'eau, de bactéries, d'insectes, de champignons, de tout ce que vous voulez. Et finalement, ce qui apparaît, c'est-à-dire les végétaux, ou même tous les êtres vivants qui sont dessus, en gros, c'est quand même purement le reflet de ce qui se passe en dessous. Bon. Donc, déjà, on ne maîtrise pas l'eau. Sauf à arroser, mais on essaie de ne pas le faire parce que si on peut être assez malin pour trouver un aménagement et des végétaux adaptés, on n'a pas trop besoin d'arroser, ou pratiquement pas. Donc ça, c'est une chose qu'on... Puis de toute façon, on ne va pas arriver à faire pleuvoir, bon, etc. Donc il y a une espèce de... Comment je peux dire ça ? C'est pas des wishful thinkings, mais c'est quelque chose un peu comme ça quand même. C'est-à-dire que il y a un minimum d'humilité à avoir qui fait qu'on peut essayer de tenir compte d'un certain nombre d'hypothèses qu'on va vérifier petit à petit. Je sais que personnellement, je préfère travailler avec des populations qu'avec des individus, dans la mesure où je vois bien que quand on met une plante toute seule au milieu d'autres qui sont complètement différentes, ça se passe beaucoup moins bien que quand il y en a plusieurs. Pourquoi ? Ça, je ne pourrais pas vous l'expliquer, à part éventuellement des histoires de mycorhizes ou de je sais pas quoi, de communication aérienne, j'en sais rien. Je ne comprends pas très bien ce qui se passe. Mais en tout cas, ça, je l'ai vu. Je le vois bien au bout de 35 ans de métier. Je vois que les populations, ça se passe beaucoup mieux que les individus tout seuls. Bon, donc ça, j'en tiens compte. Et à partir du moment où, effectivement, je parle d'une population de végétaux, mais du coup, les populations, il y a tout le cortège qui vient avec, c'est-à-dire entomologique, mycologique, etc., etc. Et ça va exactement à l'inverse de l'échantillonnage auquel on a l'habitude, c'est-à-dire du rôle du jardin botanique qui est plutôt la collection. Et c'est tout ce problème qui est vachement difficile à gérer en ce moment, c'est que d'un côté, il y a énormément d'espèces à sauvegarder parce qu'elles finissent presque par être uniques, et donc on peut pas trop... Il y a beaucoup d'endroits qui veulent les représenter. Et les zoos commencent à faire ça peut-être un peu mieux que les jardins botaniques. C'est-à-dire que dans les zoos, il y a des gens qui sont spécialisés dans, disons, une dizaine d'espèces animales et qui bossent là-dessus et puis qui les tiennent en survie. Bon. Mais, et puis après, si on veut voir d'autres animaux, il faut aller ailleurs. Avec les végétaux, c'est beaucoup plus facile à multiplier, à trimballer, etc. Donc c'est vrai qu'on a plus tendance à échantillonner les végétaux. Et finalement, ce qui sert un peu de modèle, c'est précisément cet échantillonnage, sauf peut-être dans le système forestier. Bien que là, on soit dans la forêt de rendement, où c'est exactement le contraire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas tellement de différence entre les travaux de l'ONF et les champs de maïs, en gros, c'est de la monoculture. Bon, donc avec tous les inconvénients que ça présente, tout le problème, c'est d'arriver à mettre tout le monde d'accord pour justement travailler, non pas vraiment sur les espèces elles-mêmes, mais sur ce qui se passe entre les espèces. En fait, c'est ça qui est important. Je veux dire, ça fait quand même un bon bout de temps que les scientifiques, entre eux-mêmes, je dirais, c'est même pas eux d'ailleurs, au départ, c'est plutôt les artistes. Le premier texte dans lequel j'ai lu, c'est Matisse qui dit « Je peins pas les objets, je peins ce qui se passe entre ». Bon, bien avant les scientifiques même. Donc ça prouve qu'il y a quand même une intuition qui est maintenant séculaire pratiquement, et qu'on a vraiment du mal encore. Bon, on a inventé la sociologie.
en gros, la sociologie, c'est quand même étudier ce qui se passe entre. On a étudié l'éthologie, ça veut dire la même chose. Mais ça reste plus ou moins lettre morte dans les applications du quotidien, quoi. C'est pas... si, il y a des mecs qui font ça génialement, c'est les gens qui organisent les racks dans les supermarchés. Alors là, bravo. Voilà. Non, mais c'est ça, je veux dire. Les gens de la pub et les gens et les commerciaux sont des génies à ce niveau-là. Et nous, on est nuls par rapport à ça. C'est-à-dire qu'on est absolument incapable d'appliquer ce qu'on sait incapable, ben voilà, c'est... Elle va nous le dire. Elle va nous dire pourquoi. Dans très peu de temps. Oui, voilà. Bon, mais c'est un peu ça le problème, si vous voulez. C'est qu'il y a une espèce de distorsion absolument énorme à ce qu'on sait, entre ce qu'on sait qu'on pourrait faire, si on en avait les moyens, et puis ce qu'on est condamné plus ou moins à bricoler. Alors, en plus de ce qui s'était dit ce matin, c'est-à-dire des délais qui sont absolument énormes, parce qu'il y a des tissus vivants les plantes annuelles, évidemment, ça va très très vite, bon, mais et en plus, on se heurte quand même à d'autres problèmes plus que majeurs. C'est que on commence à l'envers, c'est-à-dire que quand vous commencez à travailler pour quelqu'un, normalement, il y a quand même une phrase intéressante, c'est le pape combien de divisions, hein, c'est-à-dire combien il y a de jardiniers, combien il y a de gens qui vont travailler là-dessus, quels sont vos moyens d'entretien. Et à partir de ça, on peut commencer à dire, on va plutôt travailler en fonctionnement qu'en investissement. Mais non, c'est pas comme ça du tout. C'est qu'il faut d'abord investir un maximum, et puis après, l'entretien, ah ben vous m'aviez dit que vous feriez un truc où il y aurait très peu d'entretien. Bon, alors en gros, c'est ça. Donc, c'est exactement le contraire, si vous voulez. C'est-à-dire qu'on ne peut pas obéir à un règlement financier international, européen, qui vous dit, voilà, vous avez une somme de temps, il faut la claquer avant le décembre de l'année prochaine, parce qu'après, les budgets sautent. Oui. Et vous dites, bon, bah, alors vous allez commencer par embaucher 15 jardiniers, et puis comme ça, bah, dans 15 ans, ils continueront. Hein. Bon, ils pourront continuer. Non, c'est pas ça. Il faut claquer le fric, là, tout de suite. Donc, il faudrait inventer des contrats particuliers, alors, pour entre autres, ça, je voudrais bien qu'on arrive à ça. Mais ça, bon, il y a des gens qui y pensent, d'autres qui le souhaitent, et puis après, bah, c'est purement les politiques qui vont arriver à le décider. Mais il y a une inadéquation fondamentale entre ce qu'on sait et ce qu'on fait. Et elle est d'autant plus flagrante qu'on s'approche des problèmes du vivant. C'est bien sûr. Pourquoi? Parce que ça s'effiloche, ça part en brioche dans tous les sens, beaucoup plus vite, effectivement, que sur d'autres choses. Voilà un témoignage précieux. J'ai appris plein de trucs. Il faut planter plusieurs plantes et pas une. Et il faut prévoir un budget particulier. Jean-Philippe Siblet. Je crois que l'histoire, elle peut commencer là. C'est-à-dire qu'un jardin, normalement, c'est plutôt fait pour faire du bien que pour nuire à la santé de qui que ce soit. Et par conséquent, c'est des analogies de responsabilité. Il y a un moment donné où le simple fait que pour passer des espaces publics à l'hôpital, qui en général est plutôt une structure publique, on passe par un jardin qui est un jardin public au même titre que les jardins de préfecture ou les jardins de ce genre, qui normalement font partie de la propriété collective, je dirais. Donc ensuite, le problème est de savoir s'ils sont le reflet de ce qu'on en attend. Et là, on commence à avoir des doutes. Là, je prends l'exemple, celui qui me frappe le plus dans les jardins hospitaliers, c'est le jardin de la Salpêtrière, que malheureusement beaucoup de gens connaissent, et je connais rien de plus désastreux à regarder que l'espace qu'il y a entre l'entrée et l'hôpital. La moitié des arbres sont des cadavres debout, et le reste, c'est pas beaucoup mieux. En plus, c'est des jardins que personne ne peut utiliser, c'est juste pour l'œil. Et c'est des espaces vides entre des systèmes destinés à laisser passer les bagnoles avant les piétons en plus. Donc on n'est pas très proche de la notion de visite, autre que celle des ambulances. Bon.
ou du personnel d'ailleurs, c'est-à-dire que c'est un espace qui est organisé pour le personnel, mais pas du tout pour la qualité de la visite. Pour la voiture du personnel. La personnel. voiture du personnel, voilà. Et par conséquent, quand on arrive dans un endroit comme ça, il faut, enfin, on commence à se demander qui fait quoi, qui dessine quoi, qui décide quoi, et à qui il s'adresse. Alors, d'autant que, si j'ai bien compris, pour rester sur le problème de la Salpêtrière, il y a 15 jardiniers. Ce que ça m'évoque, en fait, c'est la notion du glacis médiéval. C'est-à-dire que plus on s'approche du milieu hospitalier, plus on s'approche du corps médical, moins il y a de choses vivantes, moins il y a d'éléments vivants. Il y a du bitume, c'est inerte, il n'y a pas d'entretien, c'est étanche, et puis à la limite, on pourrait même dire que c'est aseptique. Donc en gros, ça c'est à peu près les critères d'une salle d'opération. Mais là, on n'est pas vraiment dans la salle d'opération, on est vraiment dehors, et dehors, on est supposé fréquenter des endroits qui font qu'on va mieux. Et puis c'est à une échelle telle que c'est vraiment un quartier dans une ville. C'est une ville dans une ville, en fait, à tel point que c'est traversant. Et normalement, n'importe quel Parisien, ou pas Parisien d'ailleurs, a le droit de traverser tout l'hôpital comme un raccourci entre deux endroits. C'est un espace public. Oui, et du coup, quand on est paysagiste, la grande ambiguïté, c'est lorsqu'on a une partie de la commande d'un jardin où on nous demande une fonctionnalité, c'est-à-dire que pour les soignants, pour que ça ne leur demande pas trop de travail, il faut qu'ils puissent rapidement voir et surveiller, parce qu'il y a cette question des risques, la responsabilité, voilà. Et en même temps, dans le même temps, on va nous demander un jardin qui doit être un lieu de vie, dans lequel les résidents doivent se sentir comme chez eux, parce que c'est censé être, surtout dans les maisons de retraite, leur lieu, voilà. Donc on nous demande des choses qui sont difficilement compatibles en fait. Mais oui, elles sont difficilement compatibles parce que c'est des isolats. Parce que si ces gens qui ont plus ou moins besoin d'être surveillés, ils étaient dans un vrai milieu public, c'est-à-dire où il y a des gens qui passent en permanence, je pense qu'il y a en permanence des gens qui sont là et qui voient ce qui se passe. Il y a un raisonnement qui est très proche de la comptabilité et qui ne va pas tellement plus loin, qui est totalement au détriment de la qualité des soins et au détriment même des volontés du personnel soignant, ça c'est sûr, mais qu'on peut comparer à quantité d'autres institutions. C'est-à-dire que c'est devenu des administrations. C'est ça le plus grave, je pense. Mais ça relève d'une politique, pour revenir au jardin, purement agricole, quoi. C'est-à-dire, il n'y a aucune différence entre ça et la monoculture d'un champ de maïs, dans lequel tout ce qui n'est pas du maïs, c'est de la mauvaise herbe. Parce que c'est moins facile à mécaniser, quoi. Donc, d'avoir 50 fois le même malade, ou la même maladie, et c'est justement là qu'on revient à ce qu'on disait, c'est-à-dire qu'on ne traite pas des individus, on traite une maladie. Alors là, on traite la 312, et puis dans l'autre unité, on traite la maladie 114, avec les médicaments prévus pour le 114. Et on en a rien à foutre de savoir qui c'est, quoi, en fait. Bon, là, c'est ça. C'est une forme de mécanisation, je trouve. La théorie allemande des pépinières, qui est terrible en fait, qui consiste à dire, pour que les plantes puissent aller n'importe où, il faut leur couper le maximum de racines. Et comme ça, elles se démerdent. Il faut qu'elles apprennent à se débrouiller n'importe où, donc quand on les transplante, on en enlève le maximum, comme si c'était une espèce de mémoire de leurs antécédents, en quelque sorte, et qu'elles apprennent à en fabriquer d'autres. Et qu'elles soient en état de stress permanent, donc de capacité à s'adapter. Exactement. Exactement. Et ça, je dirais, c'est pratiquement une théorie pré-nazie. C'est-à-dire, sous prétexte de résistance à toute épreuve et d'hygiénisme, on est déjà dans un truc où il faut arriver à être fulgurant n'importe où, n'importe comment, quoi. C'est vraiment la plante comme Waffen-SS, presque. Tu vois, il y a ça, quoi. Et en empêchant à tout moment la capacité d'ancrage. Voilà, exactement.
mémorisation et de... Voilà, c'est-à-dire pas de patrimoine. Pas de patrimoine, pas de transmission rien. Dans le même territoire. C'est juste comme ça, le guerrier, quoi. La manière dont on utilise et dont on gère les végétaux, ça en dit tellement long sur une civilisation. L'art de conduire, d'ailleurs, ça s'appelle, les végétaux. La conduite des plantes, c'est pas rien, ça. La conduite des plantes, c'est un des reflets. Moi, c'est mon métier, hein, donc c'est comme ça que c'est là-dedans que je me plonge. Mais on voit bien que c'est un reflet vraiment parfait de l'histoire des mentalités. Et qu'une pépinière, une pouponnière, tout ça, c'est du même acabit, quoi. C'est-à-dire, on gère un peu les malades comme les végétaux ou comme les animaux, quoi. C'est-à-dire, c'est des modes de prise en charge qui, dans certaines cultures, sont fondés sur l'intimité, et puis après, dans d'autres, c'est exactement le contraire, c'est-à-dire que le passage à l'industrialisation commerciale des soins, c'est à peu près le même que le passage à l'industrialisation de la production avicole ou je sais pas quoi. L'individu en lui-même est complètement oblitéré par rapport à sa maladie. Ils cherchent des plantes qui sont en accord avec la dynamique existante du terrain. C'est-à-dire qu'on n'est plus dans une fabrication de sol artificiel, c'est-à-dire de créer une base qui peut exister n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, mais on est ancré dans la réalité du moment où on se trouve, en fait. On est vraiment ancré dans le terrain. Et à partir de là, il construit un jardin. Il y a quand même une espèce de, comment je dirais, de séparation un peu trop brutale entre le corps et l'esprit qui existe encore dans le milieu médical, quoi, qui est un peu, pas seulement médical d'ailleurs, mais on n'arrive pas bien à comprendre que c'est une seule chose. Alors ça crée des... On s'imagine qu'en assommant le cerveau, on va avoir un corps tranquille, quoi. Alors que c'est pas du tout ça. En général, en assommant le cerveau, on déglingue le corps. Le jardin, qui est normalement l'espace tampon, enfin l'espace tampon ou la membrane osmotique, on peut appeler ça comme on veut, entre l'espace public, c'est-à-dire entre la ville et l'hôpital, la structure médicale, normalement, lui, il doit permettre de se sentir mieux et éventuellement de même pas avoir besoin de rentrer à l'hôpital si les effets sont suffisants, ou bien de permettre à ceux qui sont déjà dans l'hôpital de se sentir mieux quand ils vont sortir, puisque c'est cette étape, ce moment de transition. C'est un moment de transition exactement, ou du moins de se requinquer suffisamment pendant leur séjour, puisque c'est l'espace entre le côté privé de l'hôpital public et puis le côté public de la ville qui est de l'autre côté. Est-ce qu'il n'y a pas quand même une espèce de solution intermédiaire qui fait qu'on a le temps de refaire surface tranquillement, quoi. Et justement, à mon avis, le jardin doit servir à ça. Il doit servir également à établir une espèce de contact, je dirais, quotidien entre les gens qui ne sont pas malades et qui se servent de ce jardin simplement parce que c'est un jardin, et que les gens, c'est pas parce qu'ils sont malades qu'ils ne sont pas comme les autres. Tout le monde est malade au moins une fois ou deux dans sa vie, et c'est pas pour ça qu'on est rejeté. Donc, normalement, une des fonctions du jardin hospitalier, c'est justement de permettre de maintenir une liaison entre la vie quotidienne et la vie hospitalière, c'est-à-dire par des rencontres qu'on pourrait peut-être ne jamais faire autrement d'ailleurs. À savoir qu'en général, on va dans un hôpital qui n'est pas exactement la porte à côté de chez soi, on rencontre le personnel, on ne le connaissait pas, on le découvre, et les gens qui fréquentent le jardin, on va les rencontrer aussi. Donc c'est une manière d'équilibrer un peu
la rencontre de deux populations qui, en général, ne sont pas du tout des indigènes, en fait. C'est-à-dire que le personnel hospitalier, il n'habite pas forcément autour de l'hôpital, et les gens et les malades non plus. Donc il y a un moment donné où le jardin, lui, ce qu'on peut en attendre, c'est précisément ce lieu où le tissu social se reconstitue, en quelque sorte. Quand il y a un jardin et qu'il y a une dynamique qui se met en place, on voit la question de la solidarité, elle se manifeste de façon hyper naturelle. Bien sûr. Que ce soit entre les patients entre eux, les résidents, et encore plus quand il y a un public extérieur, donc une école, des enfants, etc. Tout d'un coup, on retrouve des réflexes, en fait, un instinct d'aider l'autre, de le comprendre. Il y a un élément de transition qui est le jardin, qui fait le lien. C'est ça, c'est l'endroit où l'infantilisation du malade pourrait être oubliée, en fait. C'est sûr que le jardin, à ce moment-là, c'est pas un côté thérapeutique au sens de la pratique physique, mais c'est vrai, c'est ce qu'on disait. Au sens de la sociabilité, socialisation. Exactement, ça permet de se réinsérer dans un tissu social. Et puis après, c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire de se fatiguer réellement. Il n'y a pas de jardinier insomniaque. Ça, c'est sûr que quand on est crevé par 2 ou 3 heures de bêche ou de je ne sais pas quelle autre activité physique, on n'a pas besoin de médicaments pour dormir. On dort parce qu'on est crevé, c'est tout, quoi. On peut devenir débile à coup de médicaments, mais la débilité même mentale n'implique pas du tout la débilité physique. Donc on pourrait tout à fait imaginer une solidarité intrinsèque même aux malades, que ça ne soit pas une population où chacun est isolé dans sa situation de subir les traitements et rien d'autre. Moi je pense au Vinatier toujours, c'est-à-dire cet endroit où un jour je suis tombé sur le dossier d'un type 20 ans auparavant qui rentre parce qu'il est dans un délirium tremens assez profond, donc ce malade sortira dans 3 jours, c'est marqué, sauf que entre le moment où je lis ça et le moment où ça avait été écrit, il y avait 20 ans. Et qu'entre les deux, le gars était devenu le jardinier du patron du bâtiment, je ne sais plus combien, D, E ou F, un truc comme ça. Et le type, il avait trouvé sa place. Et voilà, et il était guéri. Et cela dit, le patron dont il s'occupait du jardin était très content aussi. Je veux dire, il y avait vraiment, c'était pas unilatéral comme histoire. C'est sûr que le jardin, c'est intéressant parce que c'est finalement, comme on pourrait dire, peut-être encore plus que l'architecture, c'est vraiment ce qui fait appel au plus intime d'un individu, parce que c'est là qu'on voit s'il y a encore des complicités avec ce qui est vivant ou pas. Donc forcément, c'est là qu'on touche. Moi je le vois bien en tant que paysagiste, si tu veux. Tu es forcément tu passes ton temps à faire de la psychologie ou voire de la psychiatrie. C'est-à-dire que tu touches vraiment au vrai fantasme des gens, à leur vraie rêverie interne, à ce qu'ils n'arrivent pas à exprimer. Quand tu l'as conçu, ce jardin, la structure du jardin, parce qu'il y en a quand même elle est souple, mais elle existe, il y a quand même ces carrés, ces chemins. C'est ça, c'est exactement. C'est-à-dire que c'est un tracé très volontaire, en fait, qui correspond à des lignes qui sont enfin, c'est pas des courbes de niveau, mais c'est des lignes de niveau un peu. C'est des exigences de culture, c'est-à-dire qu'il faut tel espacement entre chaque fruitier, il faut après des circulations, il faut que je puisse récolter les fruits dans l'herbe tondue et pas dans les hautes herbes, etc., etc. Et tout ça, ça dessine ton... Tout ça, ça dessine mon jardin. C'est-à-dire que je suis parti, je n'ai rien enlevé de ce qui existait, si tu veux. Rien. Et le résultat, c'est qu'en 20 ans, le nombre d'insectes ici, il a triplé. Je ne parle pas en quantité, je parle en nombre d'espèces différentes. Et en végétaux, il y a des rotations. C'est-à-dire qu'il y a des années, c'est plein d'équilés, 2 ans après, c'est des bétoines, etc., etc. Ça bouge, mais c'est normal. C'est complètement normal, quoi. Ça ne se fiche plus. Il y a des réminiscences de chaque espèce
qui font qu'elles ont leur cycle. Après... Elles s'expriment après d'une année sur l'autre, pas forcément dans les mêmes quantités. Elles bougent, de toute façon, elles passent. Elles sautent d'une parcelle à l'autre. Elles passent, bien sûr, mais même dans ce que j'ai mis. Moi, j'ai mis un rosier, il y a un carré qui va pratiquement rempli de roses parce qu'il a tout envahi. Voilà, je laisse faire. Mais là où je tombe, là où je passe, moi, je ne le laisserai pas pousser. Je passe, et je l'emmerde, et je passe. Et c'est pas lui qui va m'empêcher de passer, si tu veux. Bon. Mais une fois qu'il est passé sous le chemin, s'il veut aller de l'autre côté, il fait ce qu'il veut. Il fait ce qu'il veut. Dans les proportions dans les proportions que moi j'ai indiquées. C'est-à-dire, voilà, ça c'est ton terrain de jeu, et ben tu joues dedans, et voilà. Et après, je fais l'arbitre, évidemment. Quand je vois que vraiment il y a une plante qui exagère, il y a deux solutions. Il y en a une qui consiste à en enlever une partie, et une autre solution qui est beaucoup plus marrante, qui consiste à mettre une autre plante. Et du coup, elles se démerdent entre elles. Et là, ça c'est en train de s'équilibrer. Bon, voilà. Elles se répartissent entre elles.